Bonjour, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour une table ronde qui, je pense, va être super parce que on va parler de quelque chose qu'on regarde parfois tous les jours, souvent le soir, juste avant de se coucher. C'est quelque chose qui peut nous faire peur, qui nous fait rêver aussi. On va parler d'univers parfois violents, de trous noirs, de choses qu'on a parfois du mal à comprendre et qui est quelque chose qui est au centre des recherches de nos deux intervenants, deux scientifiques passionnés, Kumiko et Alain. Alors Kumiko, vous êtes directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris, un laboratoire, enfin vous êtes chercheuse au CNRS, qui dépend du CNRS et de la Sorbonne Université, et vous êtes autrice de ce livre qui est absolument fascinant parce que vous allez voir, ça va nous emmener, on va parler de poésie, on va parler de la place des femmes dans la science, de la diplomatie aussi. C'était un peu surprenant, mais lorsqu'on s'est parlé tout à l'heure, c'est un thème qui vous est à cœur parce que vous travaillez avec les scientifiques du monde entier. Et juste avant de donner aussi la parole à Alain, qui est également extrêmement passionné, qui, en plus de ce super beau livre, tout ça c'est accessible à quelques secondes d'ici. Alain va nous commenter ce beau livre qui va donner à tout le monde envie de faire de la recherche, faire de la science. Et puis on a une petite surprise parce que Alain a fait un nouveau livre également tout récent. J'avais une question à poser à Kumiko. Ce que vous observez, les neutrinos, c'est à la fois violent et en même temps, vous trouvez ça toujours poétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à tout un chacun le champ de vos recherches aujourd'hui ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette introduction et merci à tous d'être là. Donc effectivement, on va parler de l'univers violent. L'univers, on s'imagine que c'est un endroit très paisible, donc poétique et immuable. Et il se trouve que ça fait une dizaine d'années qu'on se rend compte que cet univers n'est absolument pas calme, mais qu'il pulse, jaillit, pétille dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment dû à une nouvelle façon d'observer le ciel. Et donc, on se met à voir différents objets qui sont en train d'exploser. Donc, c'est ça qu'on appelle l'univers violent. Mais contrairement à ce que son nom l'indique, violent, ce n'est pas angoissant. C'est plutôt, pour moi, porteur d'énergie, d'espoir. C'est surtout qu'il y a une libération d'énergie dans des temps très courts et qu'on va pouvoir observer comme des feux d'artifice dans le ciel. Et c'est mon champ de recherche. Donc. Peut-être nous expliquer ce que sont que les neutrinos. Oui, donc les neutrinos, c'est une façon d'observer l'univers violent. Donc justement, ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, c'est non seulement qu'on a commencé à se rendre compte que l'univers n'était pas immuable, mais peuplé d'explosions, mais aussi on a découvert une nouvelle façon de faire de l'astronomie qui n'est pas juste d'observer la lumière. Donc, mais moi, j'aime bien parler de cette astronomie comme une astronomie multisensorielle. Donc, c'est comme si, jusqu'à présent, on avait la photographie du ciel. Et puis, à un moment, on s'est mis à faire du cinéma. C'est-à-dire que, on s'est mis à voir que l'univers bougeait. Il y avait des jets, on avait des étoiles qui explosaient un peu partout. Donc là, on a introduit le mouvement, c'était du cinéma. C'était encore du cinéma muet. Et puis à un moment, on s'est mis à entendre le son de l'univers. C'est devenu du cinéma son et lumière. Alors le son, c'est une façon poétisée de s'exprimer, mais il s'agit de ce qu'on appelle dans le jargon des ondes gravitationnelles. On a commencé à voir... la toile de l'espace-temps ondulée, et donc ça s'apparente un peu à un son de l'univers. Et ensuite, on peut toucher également l'univers par des particules qui nous sont envoyées par des sources violentes. Et enfin, les neutrinos, j'y arrive, sont une particule, sont des particules qui sont particules extraordinaires dans la sphère des particules ordinaires. Donc parmi la matière ordinaire qu'on connaît, vous avez des noyaux atomiques, vous avez des atomes avec un noyau au centre et des électrons autour. Le neutrino est un cousin de ces électrons. Les électrons, c'est ce qui fait l'électricité. Et ces neutrinos, on les connaît très bien parce que dès qu'on a des réactions nucléaires, comme dans les centrales nucléaires, et surtout dans le Soleil, le fait que le Soleil brûle, c'est parce qu'il y a des réactions nucléaires. Et ça nous envoie des neutrinos par myriades. Donc là, chaque instant, là tout de suite maintenant, comme vous êtes, chaque seconde de votre existence, vous êtes traversé par 100 000 milliards de neutrinos qui nous proviennent du Soleil. Et là où c'est une particule extraordinaire,
c'est qu'il vous faudrait vivre 100 ans pour qu'une de ces particules interagisse avec votre corps, pour que ça fasse quelque chose avec votre corps. Donc en ce sens-là, c'est une particule très spéciale. Elle interagit très très peu. Donc voilà, et ce neutrino a ce qu'on appelle une saveur. Donc ça, c'est les physiciens qui sont très gourmands. Et donc ça nous permet du coup d'avoir une vision de l'univers multisensoriel, une expérience de l'univers multisensoriel. L'univers violent nous envoie de la lumière, du son, du toucher et aussi de la saveur. Donc c'est un peu complet. Et donc chercher ces neutrinos venant de l'univers, c'est vraiment mon dada. J'en profite pour dire qu'on pourra vous retrouver juste à la fin de la table ronde au stand Science pour tous pour des dédicaces, pour poursuivre les discussions. Un tout petit mot, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez co-créé Comico, et ça c'est une aventure internationale et particulièrement passionnante pour toutes les personnes qui s'intéressent à la recherche, au projet Grand. Enfin, vous êtes une des co-créatrices. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit ? Oui, donc GRAND, c'est l'acronyme de Giant Radio Array for Neutrino Detection. Donc c'est un réseau d'antennes radio géants pour détecter ces neutrinos qui nous pleuvent de l'univers violent. Et c'est une aventure qu'on a commencée il y a 10 ans autour d'un café avec mon collègue et alter ego Olivier Martineau. Et au début, on était 2. Il est venu en me disant, j'ai cette idée, ce rêve de planter plein d'antennes radio sur des montagnes en Chine et détecter des neutrinos de ultra haute énergie. Mais je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Et là, en fait, c'était un peu... Moi, je prédisais des théories, des modèles pour détecter je voulais détecter ces neutrinos, mais je n'avais pas d'instrument pour le faire. Et donc, il m'apporte ça sur un plateau. Et on a eu une espèce de gros crush scientifique. Voilà, et j'ai dit, mais génial, go! Et donc, on a commencé à 2, et puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est 130 de 14 pays. De 14 pays. Voilà, une aventure internationale. Et on a 46 antennes en ce moment qui détectent des particules en Chine et qui vont révéler des choses très intéressantes qu'on annoncera cet été. Vous parlez aussi souvent d'astronomie multimessager, hein, là, vous avez abordé ça tout à l'heure. Ça, c'est très important pour mieux comprendre ce qui se passe dans le ciel. Oui, c'est vraiment cette idée que cet univers violent, les objets qui explosent, qui sont donc des trous noirs qui vont entrer en coalescence, ou des étoiles à neutrons, les plus petites étoiles de l'univers qui vont aussi entrer en coalescence ou qui vont tourner très vite, émettre des jets, etc. Tous ces objets, c'est très difficile de les connaître. Et en fait, lorsqu'on veut comprendre un objet, on va vouloir avoir... Enfin, si on ne fait que l'observer, on est quand même très réduit dans notre compréhension de l'objet. Donc, c'est mieux de pouvoir le toucher, le goûter, l'entendre. Et voilà, donc c'est vraiment cette idée multimessager qui a explosé donc, dans la dernière décennie. Donc, les ondes gravitationnelles, ce que moi j'appelle le son de l'univers, c'est 2015. 2015, la première détection historique. Et donc, voilà, c'est maintenant que ça se passe, ça explose. Bon, on va parler après de sujets qui nous passionnent tous, enfin, qui nous touchent tous, comme la diplomatie, l'importance des femmes dans la science. Mais on va parler un tout petit peu avec Alain. Alain, dont ce n'est pas les premiers livres. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu? Donc, vous travaillez aussi à l'Institut d'astrophysique de Paris. Peut-être la genèse de ce livre. Et en réalité, avec James Webb, en fait, c'est une découverte assez dingue de ce qu'on observe en ce moment. Oui, alors on parlait de sens. Vous savez qu'avec votre oreille, vous entendez plein de sons différents. Vous entendez l'équivalent de 10 octaves de sons différents. Avec vos yeux, vous voyez l'équivalent de un seul octave de lumière. Et donc, imaginez que voilà, dans le brouhaha ambiant, vous ne filtrez que pour entendre un seul octave, vous aurez beaucoup moins d'informations. Et donc, en astronomie, on essaie d'élargir le spectre lumineux auquel on a accès. Et le télescope James Webb, c'est un télescope infrarouge qui voit un nombre d'octaves de lumière beaucoup plus important que ce que voient nos yeux. Et qui, à nouveau, en observant les choses différemment, nous révèle un univers qui est différent. Par exemple, là, voilà. Pour prendre l'exemple de la photo, ce que vous voyez là, c'est une zone de formation d'étoiles. Donc vous voyez quelques étoiles que vous verriez si vous observiez ça dans un télescope. Et puis vous voyez toutes ces zones colorées qui sont faites du gaz, qui est du gaz relativement froid, qui est faiblement chauffé par ces étoiles. Et si vous le voyez là, c'est parce qu'il brille en lumière infrarouge.
comme vous, brillez tous en lumière infrarouge parce que vous avez un corps à 37 degrés, pas à 0 degré, à moins 273 degrés. Et donc, si vous n'observez ça qu'en lumière visible, en fait, vous ne voyez pas le gaz, ou à peine vous voyez le gaz qui absorbe la lumière, mais vous avez très peu d'informations. Et là, vous devinez qu'il y a énormément d'informations sur ce cliché-là, parce qu'on élargit non pas notre champ de vision, mais notre façon de voir. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des télescopes de plus en plus puissants, qu'on va en dehors de l'atmosphère terrestre, parce que l'atmosphère terrestre filtre une grande partie du rayonnement qui nous vient des étoiles, et c'est pour ça que c'est grâce à ça qu'on le comprend mieux. Alors, une question de béotien, vraiment, si on pour refixer un petit peu d'où on est sur la Terre, le nombre de planètes qu'il y a dans la galaxie, le nombre de galaxies dans l'univers, peut-être avoir aussi un peu une idée aussi de cet univers qui s'étend, nous refixer un peu ça. Est-ce que je peux vous demander un peu ça, Alain? Alors, historiquement, le débat de la nature des étoiles s'est posé, a été résolu en gros à la fin du XVIIIe siècle. Donc les étoiles sont des soleils très lointains. Combien il y en a dans la région où on est? Des centaines de milliards. La région où on est, c'est la Voie lactée. Et il y a à peu près un siècle, quasiment jour pour jour, on a démontré que notre Voie lactée n'était qu'un univers-île parmi une quasi-infinité d'autres, en tout cas aussi loin qu'on regardait, on en voyait. Et donc de même qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards de galaxies accessibles par nos télescopes. Donc vous multipliez les deux chiffres, 100 milliards fois 100 milliards, ça fait un 1 suivi de 22 zéros. C'est à peu près le nombre d'étoiles qui potentiellement peuvent nous envoyer leur lumière dans nos télescopes. Combien de planètes ça fait? Dans notre galaxie, on sait qu'il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles, voire plus. Donc ce qui est vrai dans notre galaxie est vrai par ailleurs. Donc ça fait 1 suivi de 22 zéros planètes accessibles potentiellement à nos télescopes. Donc à la question sommes-nous seuls? Bien, je vous laisse faire des paris puisqu'on n'a pas encore la réponse, mais on a un grand nombre qui suggère peut-être une réponse plus plausible que l'autre. Il y a beaucoup de scientifiques très sérieux d'ailleurs qui disent que statistiquement, il serait idiot de penser, enfin d'affirmer en tout cas, si on parle de vie passée ou présente, que nous sommes seuls. Alors, statistiquement, c'est difficile. Ce serait, disons, prétentieux d'imaginer qu'on est seul, puisque, bon, il y a cette idée ancienne que l'univers aurait été créé rien que pour nous par un vieux barbu, tout ça. Donc, l'astrophysique vous dit que le vieux barbu, il a créé quand même un paquet de planètes. Donc, peut-être qu'il a créé un paquet d'humanités, on ne sait pas. Donc, il y a 400 ans, si vous disiez ça, vous alliez au bûcher. Hein, c'est ce qui est arrivé à un philosophe italien du nom de Giordano Bruno. Il a dit, bah oui, Dieu, il est infiniment puissant, donc il a fait une infinité d'humanités. On n'est que un des groupes de créatures de Dieu parmi d'autres. Donc ça ne plaisait pas du tout à l'Église qui disait qui prétendait avoir un rapport privilégié avec Dieu, d'où notre unicité. Bon, aujourd'hui, les gens sont prudents, mais évidemment, tant qu'on n'a pas la réponse définitive, c'est un pari qui pourrait être résolu de notre vivant. Et juste avant de parler donc des scénarios pour la fin du monde, qu'on espère la plus lointaine possible, mais que vous allez nous aider à explorer, James Webb, quand même, dans cette observation de l'univers que vous avez bien resitué, merci beaucoup à vous deux, c'est un peu une petite révolution quand même. C'est une révolution parce qu'on n'avait jamais fait de télescope aussi puissant dans l'espace. Donc on regarde de la même façon, mais avec un instrument beaucoup plus puissant. Et ce qu'avec Hubble, on mettait des semaines à faire, avec le télescope James Webb, on met quelques heures à faire. Donc il y a une sorte d'accélération de l'histoire qui est assez fascinante et qui nous fait quand même nous sentir chanceux de vivre à notre époque, malgré d'autres éléments. Mais au moins pour l'astronomie, voilà, c'est pas mal maintenant. C'est mieux qu'il y a 10 ans. Je sais pas si c'est... J'espère que c'est moins bien que ce sera plus tard, mais là, j'en suis moins sûr. C'est une bonne nouvelle, et puis ça nous permet de faire des clichés absolument formidables. Est-ce que vous pourriez nous décrire, alors on pourra les découvrir dans votre livre que vous avez devant vous, mais quelques photos ou quelques découvertes assez dingues? Je rappelle quand même que James Webb, c'est l'histoire, ça date d'il y a quelques mois, les découvertes qu'on peut avoir. Et je vous laisse regarder tranquillement. L'idée, c'est quand même d'avoir cette observation, en plus, qui est rendue visuelle. Mais je vous laisse en parler, Alain. Alors, un projet scientifique, ça met du temps. Le télescope James Webb, il a commencé à être envisagé dès qu'on a lancé Hubble. Les gens se sont dit, maintenant que Hubble est lancé, réfléchissons à son successeur qu'on fera dans 10 ou 15 ans.
Donc le James Webb devait être lancé en 2009, il a été lancé en 2021. Donc voilà, les projets scientifiques prennent parfois du retard. La facture s'est allongée de 400%, donc ça a été aussi un peu compliqué. Les scientifiques ont été un peu optimistes. C'est international, hein, c'est majoritairement américain. Mais du coup, avec l'augmentation du coût, ils ont été ravis que les Canadiens et les Européens se rajoutent. Et donc, en tant que chercheurs, non pas français, mais en poste en France, nous avons une partie du temps d'observation du James Webb qui est garantie. Et donc, dans mon labo, il y a plusieurs collègues qui mènent des projets dessus. Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous dites, moi j'ai besoin d'observer ça, et on vous alloue un temps, c'est ça? Voilà, il y a en fait des appels pour obtenir du temps d'observation. Alors ça dépend des observatoires, des fois c'est une fois tous les 6 mois, des fois c'est une fois tous les ans. Et donc tous les gens travaillant dans les pays qui ont cofinancé le télescope peuvent faire une proposition. Et évidemment, il y a plus de temps demandé qu'il n'y a de temps disponible. Donc il y a un comité qui alloue ce temps-là et qui fait quelques heureux et plus de malheureux que d'heureux, mais c'est aussi le jeu de la science. Et donc tous les gens qui obtiennent du temps d'observation savent le privilège qu'ils ont d'être parmi les premiers à utiliser le télescope le plus attirant, je dirais, du moment, évidemment. Et je vous laisse aller vers les clichés, alors. Voilà, un exemple de choses qu'on ne peut faire qu'avec le télescope James Webb, c'est ce genre de choses. Donc là, vous avez un truc, ça ressemble un peu à une papillote. Bon, c'est pas une papillote, c'est une étoile en train de naître. Donc l'étoile, elle est dans la partie obscure que vous ne voyez pas. Elle est entourée d'un disque de matière que, en gros, vous voyez par la tranche. Donc je vais mettre à l'endroit. Qui obscurcit cette zone-là. Et au moment où l'étoile se forme, pour diverses raisons, elle expulse une partie de sa matière. Et donc il y a deux jets qui sont perpendiculaires au disque. Le disque est comme ça sur cette image. Et donc les deux jets sont perpendiculaires au disque. Et c'est de la matière qui tourne trop vite autour de l'étoile pour tomber dessus et qui finalement est expulsée. Et donc tout ceci brille très peu en lumière visible, puisque vous voyez la lumière de l'étoile, on ne la voit même pas, elle est totalement absorbée par le disque qui plus tard formera des planètes qui est autour. Et si vous n'observez pas ça en lumière infrarouge, en fait vous ne voyez rien. Et donc pendant longtemps, les naissances stellaires, on savait où elles se produisaient, on savait où étaient les zones de formation d'étoiles, mais ces zones étaient totalement cachées parce qu'elles n'étaient visibles qu'en lumière infrarouge. Et donc un des enjeux scientifiques de ce télescope, c'est d'observer en infrarouge toutes les choses qu'on ne peut pas bien observer depuis la Terre, dont les zones de formation d'étoiles. Merci beaucoup, Alain. Et puis il y en a plein d'autres, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur les trous noirs. Est-ce que vous pouvez peut-être juste expliquer à tout un chacun ce dont il s'agit, ce qu'on en sait, ce qu'on n'en sait pas encore peut-être? Alors on en sait déjà beaucoup. Les trous noirs, c'est des cadavres d'étoiles massives. Les étoiles ont une distribution en masse qui est très irrégulière. 90% des étoiles sont moins massives que le Soleil. Et dans les quelques pourcents d'étoiles plus massives que le Soleil, il y en a qui sont jusqu'à 100 fois plus massives. Donc c'est très inégalitaire, la distribution en masse des étoiles. Et la physique vous dit que les étoiles massives explosent en fin de vie. Donc c'est un phénomène qu'on appelle une supernova. Et ce qui initie la supernova, c'est en fait l'implosion du cœur de l'étoile, donc qui se contracte très violemment. Et quand l'étoile est suffisamment massive, pour des raisons assez complexes, ça peut former un trou noir, c'est-à-dire un objet qui est tellement dense qu'il empêche la lumière de s'échapper. Donc les trous noirs sont des cadavres d'étoiles, mais des cadavres très utiles, puisque en fait, ce sont dans ces étoiles massives que se fabrique une partie des atomes qui sont indispensables à la vie. Donc nous sommes, selon l'expression consacrée, des poussières d'étoiles, et en particulier des poussières d'étoiles massives. C'est à la fois fascinant et poétique. On voit bien avec James Webb que la technologie nous aide, peut-être même dans l'observation avec un peu l'intelligence artificielle. Quelles pourraient être en quoi la technologie nous aide aujourd'hui et quelles pourraient être les prouesses à venir ou attendues pour en savoir davantage? Alors on est toujours limité par ces moyens d'observation. On est limité par les budgets évidemment et par les moyens d'observation. Et donc pour l'anecdote, les détecteurs infrarouges du télescope James Webb, ils viennent de l'entreprise américaine Raytheon, qui en fait fait partie du complexe militaro-industriel. Donc c'est des gens qui fabriquent en général des missiles sol-sol ou des missiles air-sol. Et donc ils avaient les meilleurs détecteurs infrarouges et ils ont en gros transféré une partie de leur technologie aux ingénieurs américains publics du Jet Propulsion Laboratory, qui est un des grands labos qui fabrique des sondes spatiales pour la recherche astrophysique.
Et à partir de cette base qui avait été faite pour des choses pas très pacifistes, ben, on en a fait des choses merveilleuses. Donc on a besoin de tout le monde, paradoxalement. Et les gens qui ont plus de budget que nous, ben, de temps en temps, ils nous donnent un coup de main en transférant un peu leur technologie. L'intelligence artificielle nous aide aussi à décrypter les signaux, Alors, elle aide pas à fabriquer le télescope, mais elle aide à analyser les données. à Hein. les analyser. Ouais. Quand vous avez un champ d'observation où vous avez des centaines de milliers de galaxies, si vous voulez faire des statistiques pour dire voilà combien vous avez de galaxies de tel type, combien de galaxies de tel type, voilà. Quand vous avez, ceci est une infime partie d'une région qui a été observée par le télescope James Webb. Si à la main vous cataloguez les galaxies en fonction de leur forme, voilà, ça va vous prendre très longtemps. Et donc l'intelligence artificielle, elle est très douée pour reconnaître les formes et donc classifier les galaxies. Et donc c'est d'une aide extrêmement précieuse, non pas en termes de création de savoir, mais en termes de rapidité de traitement de données. Et ça, évidemment, les astrophysiciens, ils savent ça depuis bien plus longtemps que celui duquel vous avez entendu parler d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Et là, j'imagine aussi que la collaboration internationale est clé. Juste avant de vous demander, Kumiko, quel autre événement cosmique vous aimeriez observer, décrypter à l'avenir, cette diplomatie, cette dernière barrière de la diplomatie dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Comment vous bossez dans un monde qui, pour le moins, est un peu tendu en ce moment? On arrive à bosser avec tous les scientifiques de tous les pays. Oui, c'est un message que je voulais aussi vraiment infuser dans le livre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la façon dont on construit notre expérience est fondamentalement internationale et en résonance avec ce que dit Alain, avec différentes expertises et en utilisant différents bords. Donc, je pense que c'est quelque chose dont le public n'a peut-être pas conscience, c'est qu'on est, et voilà, avec notre humble fonction sociétale, une sorte de dernière frontière de la diplomatie, je pense, la science fondamentale. Le ciel est à tout le monde et tout le monde s'y intéresse, quel que soit la géopolitique qui nous chapeaute. Quand on construit cette expérience grande, au début, donc, on rassemble des gens de différentes nationalités, on décide qu'on va se mettre en Chine parce que les Chinois, nos collègues chinois ont des moyens. Et c'est il y a 10 ans, c'était avant le raidissement de la Chine, avant la guerre en Ukraine, c'était avant la pandémie, avant beaucoup de choses. Ce qui fait qu'on était plein d'espoir et on avait l'intention de déployer plein d'antennes sur plein de continents. Et aujourd'hui, on a revu les déploiements à la baisse, il faut le dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en 10 ans, avec tout ce qui s'est passé, et surtout aujourd'hui, depuis 3 mois, moi, ce que je trouve très touchant, c'est que malgré tout ça, et malgré le fait que nos tutelles aient beaucoup de mal, à cause de ce qui redescend de tout en haut, à nous laisser travailler ensemble, nous, entre collègues, avec nos collègues chinois, avec nos collègues américains, les Chinois et les Américains, enfin tout le monde, nous on se tend la main. On est là, on travaille ensemble parce que qu'est-ce qui nous intéresse, c'est de résoudre des puzzles ensemble. Nous, mais malgré tout, hein, on se retrouve dans des bars, on se retrouve dans des cafés et on parle de la vie, on échange sur nos cultures, on échange sur la politique. Et ce lien humain, pour moi, c'est ça qui fait que ce métier est génial et que du coup j'ai envie de me lever le matin pour aller au labo, quoi. Ou dans le désert de Gobi. S'il y a un endroit qui peut nous rassembler sur Terre, c'est le ciel, quoi. Le ciel, oui. L'observation, la découverte. Oui, on peut le dire comme ça. La science fondamentale, je pense, par sa neutralité. Globalement. La science, oui. Et le fait qu'on traite des choses qui sont a priori neutres nous permet de nous unir. Très bien. Alain, peut-être là-dessus? Non, mais il y a plein d'anecdotes sur les scientifiques qui ne voulaient pas être en guerre, mais on peut en citer une qui est particulièrement célèbre. Ça se passe en 1919. Vous avez un scientifique anglais qui demande à son gouvernement de lui donner de l'argent pour valider la théorie d'un scientifique allemand de naissance, qui s'appelle Albert Einstein. Et donc, juste au sorti de la guerre, avec toute la rancœur qu'on peut imaginer qui a été
accumulées d'un côté comme de l'autre. Vous avez un scientifique qui dit ben en fait, Einstein va probablement donner tort à Newton. La théorie de Newton, elle n'est pas tout à fait exacte. La théorie d'Einstein, elle est plus précise. Eh bien, moi, scientifique anglais, j'ai envie d'aider mon confrère allemand à prouver que mon compatriote anglais avait pas tout à fait raison. Et il a réussi. Et imaginez, enfin voilà, faites de la fiction, l'Ukraine gagne la guerre dans 1 an. Est-ce que vous imaginez dans 2 ans un scientifique ukrainien qui a la force, la grandeur d'âme de dire bah, le scientifique russe en face, en fait, il a fait un truc intéressant et j'aimerais prouver qu'il a raison. Bah, c'est ce qu'a fait Arthur Eddington en 1919 et c'est quand même plutôt rassurant de se dire que des gens ont été capables de faire ça plusieurs fois dans l'histoire. Hein, je cite que cet exemple-là et qu'ils seront sans doute capables de le faire à l'avenir. Ouais, c'est un super exemple d'écoute, de compréhension et de collaboration. Hein, ça, Alors, bien sûr, vous aurez. J'aimerais bien qu'il y ait des questions qui viennent de vous, donc n'hésitez pas à lever la main d'ici quelques minutes, parce que l'idée, c'est vraiment de profiter de la présence de Kumiko et d'Alain pour les voir, pour les rencontrer tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle bien sûr de la place des femmes dans les sciences, ça c'est important pour vous, mais peut-être Alain, que vous nous. Comme on est là pour parler aussi de l'amour des sciences, de ces déclics, j'aimerais que vous nous racontiez un peu l'anecdote qui vous a donné envie d'être scientifique. Alors, tout ça est toujours progressif, évidemment, mais l'intérêt pour la découverte du sens caché des choses, je l'ai eu en cours de grec, donc rien à voir avec les maths ou la physique. En terminale, un prof de grec qui était une sorte de professeur nimbus, un peu dans la lune. À la fin de l'année, il ne savait toujours pas le nom de ses élèves. Et quand on traduisait des textes d'Homère, je ne sais plus si c'était l'Iliade ou l'Odyssée, chaque fois qu'on avait un mot nouveau, il nous faisait... il nous parlait de l'étymologie. Il nous disait, vous voyez, ce mot-là, ça donnait tel mot en anglais, tel mot en français, tel mot en allemand. Mais en fait, ce mot-là, il vient du copte, il vient du sanskrit, il vient des... Alors déjà, on avait l'impression que ce gars-là connaissait tout, ce qui était un peu vexant quand même pour nous. Mais en fait, moi, j'avais trouvé ça fascinant, c'est que les mots, c'était pas juste un assemblage de lettres, ça avait une histoire, c'était pas aléatoire comme chose, et il y avait plus de sens dans quelque chose qui nous paraissait tout à fait banal que ce que l'on croyait. Et finalement, c'est ça la science, c'est chercher le sens caché des choses, pas à la façon d'un complotiste, mais à la façon d'un scientifique où il y a toujours plus à savoir que ce que l'on sait déjà. C'est très marrant de vous entendre dire qu'il était dans la Lune. Parce que c'était peut-être un peu prémonitoire. Kumiko, vous, votre déclic, s'il y en a eu un, sur l'amour des sciences? Sur l'amour des sciences, alors moi donc contrairement à l'usage, je voulais devenir écrivain, donc et pas scientifique. Et c'est au collège où je me suis dit bon, ça fait peut-être pas très sérieux de vouloir devenir écrivain, donc je vais vouloir devenir astrophysicienne, ce qui est assez drôle. Et bon, je baignais dans la méthode scientifique parce que mes parents étaient plutôt dans la recherche. Dans la recherche. Et j'ai essayé de trouver quelque chose, un sujet qui allait conjuguer une forme de poésie avec la science. Et j'ai trouvé l'astrophysique. Ce qui est amusant, je trouve, c'est qu'au final, le vertige que je cherchais autour du cosmos, c'est ça qui m'a plongée dans l'astrophysique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui m'anime, vraiment. Je pense que la recherche, je pourrais la pratiquer sur d'autres choses. Ce qui m'anime vraiment, c'est cette résolution de puzzle. C'est d'avoir des petits puzzles à mettre sur la table tous les jours et à se mettre ensemble autour et à faire résonner nos cerveaux entre eux et à résoudre ça. Et à chaque résolution, on a une espèce de flash de dopamine et ça nous rend tellement heureux, il y a tellement de joie. Et c'est vraiment ça qui m'anime dans la recherche. Alors, il y a pas mal de femmes avec nous aujourd'hui, c'est super. Un petit mot peut-être sur les femmes dans la science. Je crois que c'est un thème qui vous... Oui, alors c'est quelqu'un qui me disait, c'est marrant parce que c'est vraiment un livre d'une scientifique. Et c'est vraiment, je pense que c'est vrai, je pense que c'était pas mon intention première d'écrire quelque chose qui aurait vocation de donner, de porter cette parole de femme scientifique, mais il se trouve que c'est vrai. Et en particulier, le livre ouvre sur une grossesse, et je crois qu'il y a genre 3 grossesses dans ce livre. Et c'était une libraire hier qui me disait, je vous mets au défi de trouver un livre de science écrit par un homme. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont écrits par des femmes.
qui parle de grossesse et qui parle de la façon dont la science a été modifiée par la maternité. Et je pense que ça, c'est une réalité, c'est que la façon dont les femmes font de la science est fondamentalement différente de la façon dont un homme fait de la science, juste parce qu'on vit dans des temporalités différentes. Et en particulier, moi, voilà, cette histoire de maternité, j'avais trouvé ça très drôle, parce que mon projet Grande, il est né en même temps que mon fils. Je suis tombée enceinte de ce projet en même temps que mon fils. Et c'était un peu par hasard. Et je pense que ça n'était pas par hasard, parce que c'est comme si, avec cette maternité, on insufflait en tant que femme une énergie à un projet. On avait envie, besoin de porter de la science et de donner cette énergie-là, et que ça se répondait. Et en fait, c'est pas, le message est un peu plus vaste. C'est pas juste que les femmes font de la science de façon différente, et que donc c'est une richesse infinie pour faire de la science et de la recherche, et que donc mettre de côté la moitié de l'humanité pour essayer de faire avancer les connaissances, ce serait dommage. Mais ça va au-delà de ça. Je pense que c'est vraiment une question de richesse interculturelle, de richesse de genre, de façon de penser. Et donc, c'est ça qui fait qu'on arrive à créer, parce que la créativité a besoin de toutes sortes de façons d'être. Alain, peut-être là-dessus. Donc, pardon, juste quand même, je peux finir. Allez-y. Le message, c'est donc, mon message, c'est donc, en tant que femme, vraiment, n'ayez pas peur de venir faire de la recherche, de la science, parce que, tel que vous êtes, avec toutes vos, ce que vous estimez être vos doutes, vos forces, toute votre façon d'être, c'est vraiment ça qui va nous nourrir. Donc en fait, il ne faut pas vous censurer et vous dire « je ne suis pas comme… je ne fit pas dans les critères du boys band de la recherche, de la science, tel qu'on s'imagine ça. » Non, il faut dépoussiérer tout ça. Venez avec vos envies, quoi. Très rapidement, allez-y Alain, ouais. Oui, en fait, moi, dans notre labo où on travaille tous les deux, je m'occupe des stages de troisième et de seconde. Et donc, l'astrophysique intéresse beaucoup les jeunes, c'est rassurant. Voilà, j'ai dû choisir 20 stagiaires parmi 350 demandes pour le stage de seconde. Donc, c'était un peu un crève-cœur. Mais c'était fascinant, c'est qu'en fait, donc, je sélectionne surtout sur une lettre de motivation qu'ils doivent faire suivant des critères qui sont expliqués. Et en fait, dès le collège, dès le lycée, on sent que garçons et filles ne se sentent pas également à l'aise dans le domaine, ne se sentent pas également à l'aise ou légitimes. Et j'ai plusieurs lettres de motivation de jeunes collégiennes ou lycéennes qui disent il n'y a pas beaucoup de femmes dans la science, alors me coupez pas les ailes s'il vous plaît. Alors qu'il n'y a aucun garçon qui va faire ça, même quelqu'un d'une banlieue qui ne va pas dire je viens du 9-3, aidez-moi. Et donc, en fait, dès l'école primaire, sans doute, les filles se sentent en partie exclues et beaucoup n'ont pas envie de l'être. Et donc, j'espère que, avec le temps qui passera, elles se sentiront de moins en moins exclues. Mais on sent bien que c'est fragile. Merci beaucoup. Juste avant n'hésitez pas, dès que vous avez une question qui vous vient, on va ouvrir ça dans 2-3 minutes. J'avais 2 petites questions pour chacune d'entre vous. La première pour vous, Alain, la jeunesse de ce livre, peut-être pour nous donner envie, parce que c'est tout frais, je crois. Oui, si ça va le présenter. Il est sorti pour le salon du livre, c'était pas fait exprès, mais voilà, il est sorti jeudi dernier. L'idée de ce livre, c'est qu'il y a plein de livres qui racontent l'histoire de l'univers du Big Bang jusqu'à nous. Et l'humanité arrive à la toute fin de cette histoire, et il y a toujours une ambiguïté entre la fin et la finalité. Et donc avec mon éditrice Olivia Recazins, j'ai proposé de raconter l'autre histoire de l'univers, c'est-à-dire l'histoire à partir de maintenant, dont une des premières étapes est la disparition de l'humanité et de la vie sur Terre. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe beaucoup de choses parce que ça va durer longtemps. Et donc l'histoire future de l'univers, voilà, le titre de la table ronde, c'est la démesure. En fait, la démesure, les échelles de temps qui vous attendent quand vous réfléchissez à l'avenir de l'univers, c'est des échelles du temps incroyablement longues. On a même du mal à prononcer les chiffres en question tellement c'est long. Et c'est fascinant parce que c'est une histoire qui se fait sans nous. Mais l'univers est quand même là. Et donc, voilà, ça nous remet un peu à notre place. On n'est pas la finalité de l'histoire, ni la fin. Mais quand même, pour avoir une note positive, vous me disiez tout à l'heure qu'on a de la chance de vivre
en ce moment. Exactement. Vous pourriez nous dire pourquoi, c'est intéressant? À mesure que le temps passe, les traces du Big Bang s'évanouissent. Donc plus le temps passe, plus il est difficile d'étudier le Big Bang. Et à mesure que vous remontez dans le passé, plus l'anticipation de ce qui va se passer dans le futur est difficile à faire. Et on vit à une époque où on a à la fois pas mal de traces du Big Bang, donc on sait à peu près ce qui s'est passé à cette époque-là. Il y a évidemment des tas de zones d'ombre. Et aussi, on a une bonne idée de ce qui va se passer plus tard. Et si nous avons vécu alors que l'univers avait un âge qui avait un zéro de plus ou un zéro de moins par rapport à maintenant, donc 1 milliard ou 100 milliards d'années au lieu de 10 milliards et quelques aujourd'hui, on saurait soit mal le passé, soit mal le futur. Donc à nouveau, on vit une époque formidable, même si ça ne se voit pas tous les jours. Encore une bonne nouvelle, super. Komiko, moi ce que je voulais vous demander, c'est si... parce qu'il faut imaginer quand même des choses. Avec des moyens illimités. Je sais que c'est important dans la recherche, surtout fondamentale, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les moyens dont on voudrait, les moyens financiers, les moyens humains. Ça serait quoi l'événement cosmique que vous aimeriez explorer, décrypter? Ça, c'est un spoiler en fait. C'est mon dernier chapitre. Donc, mais sans tout dévoiler, un petit peu. Sans tout dévoiler, j'aimerais bien. Je pense que dans ma carrière, on verra une source, une explosion dans l'univers pas très lointain d'une supernova très très puissante qui va nous arroser en multisensoriel. Donc son, lumière, toucher et saveur surtout. Et l'idée, ce sera d'être prêt à ce moment-là. Donc il faut qu'on construise grand d'avant pour pouvoir capter ça. Super nouvelle. Je n'ai pas expliqué ce que c'était qu'une supernova, mais c'est la fin d'une étoile massive qui va exploser et donner lieu d'ailleurs parfois à des trous noirs et souvent à des étoiles à neutrons qui sont les plus petites étoiles de l'univers. Même question pour vous, Alain, peut-être. Voilà, la dernière supernova visible à l'œil nu dans notre galaxie, c'était en 1604. Donc c'était avant l'invention de la lunette astronomique. Depuis, on a eu 2 marginalement visibles à l'œil nu dans des galaxies proches, mais dans notre galaxie, on n'a pas eu qui ont été visibles. Et donc, effectivement, depuis qu'on comprend ce qu'est une supernova, c'est-à-dire depuis un peu moins d'un siècle, le rêve de tous les astronomes, c'est d'assister à la prochaine. Voilà. Et donc, pour l'anecdote, dans des conférences que je fais sur les trous noirs, je mets la liste des supernovae historiques qui ont été vues à l'œil nu par nos prédécesseurs. Et puis pour la suivante, avant je mettais 2000 avec un point d'interrogation. Puis après je mets 2010, maintenant je mets 2020 avec un point d'interrogation. Et puis d'ici quelques années, je mettrai sans doute 2030 avec un point d'exclamation. Donc voilà, c'est pas parce que ça fait 400 ans qu'on attend que ça augmente les chances que ça arrive demain. Mais ça serait quand même bien que ça nous arrive à nous. Voilà. Mais c'est l'échelle de temps réalisable, quoi. C'est-à-dire que ça peut très bien... Oui, il y a eu 2 supernovas visibles à la Renaissance en 1572 et 1604, donc 34 ans d'écart entre les deux. Et puis rien depuis, donc c'est un hasard. Hein. Tous ces événements sont indépendants. Ils sont produits peut-être un tous les 200 ans qui est visible. Ça fait 400 ans qu'on attend, donc on n'a pas eu de chance depuis 400 ans. Et puis peut-être qu'on aura de la chance d'ici 10 ans, mais peut-être qu'on n'aura pas de chance pendant encore 400 ans. Et puis la suivante sera en 2483. Voilà. Je peux juste commenter sur... je trouve que justement c'est ça la beauté de notre domaine, c'est ce côté imprévisible. C'est qu'on est là, on construit, on parfait on fait en sorte que nos instruments marchent et soient prêts. Et à un moment, il faut attendre que l'univers se révèle et nous donne son plus beau cadeau. Et ça arrive d'ailleurs régulièrement, pas ce genre de supernova absolument extraordinaire qui est très près, mais on a comme ça des événements fugaces qui nous sont envoyés par l'univers vivant. Par exemple, pour nous faire rêver Donc on a eu, en 2017, et c'est comme ça que mon livre ouvre, on a eu la première fois le cinéma son et lumière. Donc c'est là où on a... D'un coup, il y a les détecteurs d'ondes gravitationnelles qui étaient prêts, qui venaient d'être allumés, détectent des ondes gravitationnelles. Et là, tous les astronomes sur Terre se mettent en branle, pointent leur télescope dans cette région-là et voient qu'il y a eu une source en même temps qui se met à briller.
quelque chose qui ressemble à une supernova. Et donc, on comprend qu'il y a eu une fusion de les plus petites étoiles de l'univers, 2 étoiles à neutrons. Et ça, c'était extraordinaire parce que, donc, pour la première fois, on a du même objet, des ondes gravitationnelles et de la lumière, mais dans toute une gamme de longueurs d'onde, là, de la radio jusqu'au rayon gamma en passant par le visible. Et surtout, ce qui était fabuleux, c'est que tout le monde avait sa théorie sur comment ces choses-là devaient évoluer, et tout tombait parfaitement. Toutes les observations qu'on avait étaient correctes. On se disait ça doit passer du rouge au bleu, ça passait du rouge au bleu. Et donc l'humanité, en tout cas les astronomes, étaient suspendus à leur télescope tous les jours en attendant que cette source change, évolue, machin, et ça se passait. Et ça c'est le summum de l'émotion. C'est quand collectivement on arrive à observer quelque chose qui est attendu et voilà, que l'univers nous envoie. C'était chouette. Là aussi, ça nous rassemble. Et est-ce qu'on a une question qui vient de... Il nous reste à peu près 4-5 minutes à passer ensemble. Sur ces événements cosmiques que vous avez observés, qu'on attend peut-être, on a des signes avant-coureurs ou alors on découvre ça On a des zones privilégiées dans le ciel qui sont d'ailleurs ceux souvent bien cartographiés par James Webb, où on s'attend à avoir plus de possibilités d'événements qui explosent. Après, les signes avant-coureurs, ça peut être donc, les ondes gravitationnelles qui vont nous dire, voilà, là il y a eu des ondes gravitationnelles, on va tous regarder, ou des neutrinos qui arrivent avant. Mais sinon, c'est compliqué, justement, c'est là le hasard. Et puis j'avais une question aussi grand public, mais je vous laisse répondre, Alain. C'était sur comment nous, de chez nous, on peut observer une partie de ce que vous observez. Mais... Alors, il y a des objets relativement proches de nous qu'on peut observer dans un petit télescope. On parlait d'explosion d'étoiles. Il y a une histoire qui est très jolie, qui se passe en juillet de l'an 1054, donc il y a 972 ans, quelque chose comme ça. Il y a des astrologues chinois qui, le matin du 4 juillet, disent tiens, il y a une étoile en plus. Donc eux, ils appellent ça une étoile invitée. Il y a un truc en plus qui apparaît dans le ciel. Donc, alors c'est des astrologues, hein, pour eux, le ciel c'est le reflet de la Terre, donc ils regardent le ciel dans l'espoir de voir un signe annonciateur d'un événement terrestre à venir. Et donc comme ces prédictions astrologiques, c'est une affaire très sérieuse, ce sont des observateurs très 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 méticuleux. Et donc ils font leurs récits d'observation qui sont parvenus jusqu'à nous. Et dans les années 1930, un astronome que vous connaissez donc, qui s'appelle Edwin Hubble, photographie la région en question. Il voit qu'il y a une nébulosité et quand il compare des clichés pris à 10 ans d'écart, il voit que la nébulosité grossit. Et il se dit, mais en fait, ça, c'est les restes d'une explosion d'étoiles. Et la vitesse à laquelle ça grossit, ça correspond à une explosion au XIe siècle. Et donc, il fait le lien entre les observations modernes de cet objet et ce qu'ont décrit très précisément les astrologues chinois pour de mauvaises raisons, mais avec beaucoup de précision. Et donc cette nébuleuse s'appelle la nébuleuse du crabe pour des raisons historiques. Et donc ça, je pense que tous les astronomes depuis un siècle se disent « Ah ben j'aurais bien aimé vivre en juillet 1054 parce que qu'est-ce que ça aurait été bien ?» Et donc voilà, le rêve c'est que peut-être en juillet 2027, allez, on ait ça, mais sans garantie évidemment. Ça arrivera, mais peut-être pas demain. Juste pour rebondir là-dessus, ce qui est très amusant aussi, c'est que donc, les astrologues ou astronomes chinois avaient en effet cartographié très finement le ciel. Et la plus ancienne carte céleste du monde, connue de l'humanité, date du 7e siècle et a été retrouvée dans une grotte dans le désert de Gobi. Et il se trouve, par hasard ou pas, que nos antennes de grandes sont juste à côté de cette grotte-là. Donc ça, c'est du... C'est ça qui est fabuleux en fait dans cette observation que vous décrivez, c'est que ça nous permet d'en savoir davantage sur notre Terre en fait, souvent. Voilà. Quand on s'intéresse aux travaux des astrophysiciens, ils disent on observe également les milieux extrêmes de la Terre pour savoir à quoi ça peut éventuellement ressembler un petit peu, même si faire attention aux analogies. En tout cas, il y a... Voilà. L'exemple de 1054 vous dit que vous ne savez jamais à quoi vont servir vos observations. Ils s'appuyaient sur quoi à l'époque, les Chinois pour c'est l'observation visuelle. Visuelle. L'observation visuelle, et donc la supernova était suffisamment proche pour être visible en plein jour à l'œil nu. Donc c'était plus brillant que Vénus. Dingue. Ouais. Donc pendant 3 semaines, elle a été et donc ils décrivent ce qu'on appelle la courbe de lumière, c'est-à-dire
jour après jour, nuit après nuit, ils comparent, ils disent c'est l'éclat de telle étoile, de telle autre étoile, de telle autre étoile. Ils décrivent le changement de couleur du phénomène. Et donc aujourd'hui, avec l'instrumentation moderne et la compréhension, on peut retraiter leurs données avec évidemment les incertitudes liées à la subjectivité. Mais ce qu'ils décrivent correspond exactement à une supernova typique, sauf que eux, ils l'ont vu à l'œil nu et nous, on a besoin d'un télescope pour en voir plus loin. Mais en fait, ils avaient fait du remarquable travail avec des hypothèses fausses, mais avec une application qui était suffisante pour que ce soit exploitable 1000 ans après. Bien vu. Mais juste avant de vous retrouver sur le stand de Science pour tous et pour continuer la discussion avec vous, qu'est-ce qu'on peut observer et surtout quels conseils vous pourriez donner à toutes les personnes qui s'interrogent peut-être pour en faire leur métier ou pour observer tout simplement le ciel au quotidien ou se renseigner? Alors, si vous voulez observer le ciel et acheter un instrument, mon conseil, c'est inscrivez-vous dans un club d'astronomie pour apprendre à vous servir des instruments et pour avoir une idée de ce que vous aurez en fonction du budget que vous voulez mettre. Parce que si vous achetez un instrument que vous ne savez pas utiliser, que vous essayez d'utiliser tout seul, ça va vite être frustrant. Donc, initiez-vous avec le matériel des autres avant de faire votre choix. Et puis pour les études, c'est difficile d'être scientifique parce qu'il y a quand même beaucoup de candidats et peu de postes. Mais comme le disait une ancienne publicité de la Française des Jeux, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc tentez votre chance, même si vous savez que le succès n'est pas garanti. Un petit mot, Kumiko? Je le tournerai de façon plus positive. Non, tentez votre chance, parce qu'en plus, on a besoin la science, c'est pas que la recherche et être chercheur aussi. Il y a différents types de métiers avec différents niveaux d'études. Donc, si la science vous intéresse, vous avez différentes façons de contribuer à elle, à la porter. Donc, lancez-vous. Je me rappelle, mais je parle sous votre contrôle, de projets du SETI. On pouvait aussi mettre la puissance de calcul à disposition. C'est-à-dire que ça peut être aussi collaboratif au niveau citoyen. Oui, la science peut être collaborative pour des tas de choses. Quand vous avez un calcul séquentiel, vous pouvez distribuer ça sur tous les ordinateurs qui sont mis à disposition. Donc voilà, quelques euros d'électricité que vous acceptez de dépenser en plus en mettant vos moyens de calcul à disposition peuvent contribuent à l'avancement de la connaissance, même si c'est difficilement quantifiable pour vous. Vous œuvrez, vous faites une action solidaire, on va dire, pour les scientifiques et pour l'avancement de la connaissance humaine. Merci beaucoup. Et puis sinon, il y a les clubs d'astronomie. Donc merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci pour votre passion, pour vos ouvrages. Et on peut bien sûr vous parler ici ou sur le stand de Science pour tous. Merci beaucoup.